Je m'appelle Olivia Richardson, j'ai 35 ans. Il y a 3 ans, ma famille m'a abandonné lorsque j'ai perdu mon emploi. Dimanche dernier, je savourais un café seul dans la maison que j'avais achetée quand la sonnette a retenti. Toute ma famille, dont je n'avais plus de nouvelles, se tenait là, avec ses bagages. Après 3 ans de silence, mon frère Michael a inspecté ma maison et m'a dit, « Tu n'as même pas de famille à te soucier. On prend la maison. » Ce que j'ai fait ensuite leur a appris que la fille qu'ils avaient abandonnée était partie pour toujours. Avant de me lancer dans cette aventure insensée, dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires. Abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui vous tenaient pour acquis. Et restez connectés pour découvrir comment j'ai géré ces proches qui pensaient pouvoir revenir dans ma vie et s'approprier ce que j'avais construit à partir de rien. Il y a 3 ans, ma vie était complètement différente. Je travaillais chez Market Trent Agency depuis 5 ans, m'investissant corps et âme dans ma carrière de spécialiste marketing. J'avais un appartement correct, une voiture fiable et ce que je croyais être une famille qui me soutenait. Je n'étais pas riche, loin de là, mais j'étais fier de la stabilité que je m'étais créée. Puis la récession a frappé. Je me souviens d'avoir été assis dans cette salle de conférence avec 75% de mes collègues lorsque notre PDG a annoncé les licenciements massifs. Les indemnités de départ étaient minimes, à peine 2 semaines de salaire. Au début, je n'étais pas trop inquiet. J'avais 3 mois d'économie et j'étais sûr de trouver rapidement quelque chose. J'avais tort. Le secteur tout entier était en pleine restructuration et, soudain, des milliers de professionnels du marketing se sont retrouvés en compétition pour les mêmes postes. Alors que mes économies diminuaient et que le loyer arrivait à échéance, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide, juste une aide temporaire pour me maintenir à flot pendant que je poursuivais ma recherche d'emploi. C'est là que j'ai découvert qui était vraiment ma famille. Mon père, Richard, a été la première personne que j'ai appelée. Nous avions toujours eu une relation un peu distante, mais il était financièrement stable et je pensais qu'il pourrait m'offrir un soutien paternel. Papa, je déteste te demander ça, mais je suis dans une situation financière difficile après le licenciement. Pourrais-je emprunter juste assez pour payer le loyer du mois prochain pendant que vous auriez dû mieux épargner, l'interrompit-il d'une voix froide. Votre génération attend toujours l'aide. Puis il a raccroché. Ma mère Diana n'était pas meilleure. Oh, ma puce, tu es dans nos pensées et nos prières, dit-elle de cette voix mielleuse qui ne correspondait jamais à ses actes, mais on ne peut pas pour le moment. As-tu essayé de réduire ta consommation de café raffiné? Mon frère Michael, que j'avais aidé à déménager 3 fois et à qui j'avais même prêté de l'argent lorsqu'il était entre 2 emplois, m'a porté le coup de grâce. Peut-être que si tu n'avais pas gaspillé ton argent dans cet appartement chic et ces vêtements de marque, tu aurais une solution de rechange, dit-il. Certains d'entre nous doivent être des adultes responsables. Désespéré, j'ai ravalé ma fierté et j'ai demandé si nous pouvions dîner chez mes parents pour discuter des options. Cette soirée est devenue l'une des expériences les plus humiliantes de ma vie. Alors que j'expliquais ma situation autour de leur table à manger, ma belle-sœur, Rebecca, a levé les yeux au ciel. C'est exactement ce qui arrive aux milléniaux irresponsables qui ne planifient pas à l'avance, a-t-elle déclaré, bien qu'elle n'ait que 2 ans de plus que moi. Mon père regardait sa montre à plusieurs reprises, me faisant comprendre que mes problèmes le gênaient. Ma mère m'a suggéré qu'il était peut-être temps de trouver un mari pour résoudre mes problèmes financiers. Mais c'est mon frère Michael qui m'a dit la phrase qui m'a brisé. Nous avons de vraies responsabilités, de vraies familles à prendre en charge. On n'a que soi-même à charge. Je suis rentré chez moi en larmes ce soir-là, les mains tremblantes sur le volant. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de Michael, ne nous contacte pas tant que tu n'auras pas repris ta vie en main. On ne peut pas continuer à te tirer d'affaire. Il ne m'avait jamais tiré d'affaire une seule fois dans toute ma vie d'adulte. Au fil des semaines, j'ai vendu tout ce que je pouvais. Ma télévision, mes bijoux, et même l'argenterie de ma grand-mère. Mais ce n'était pas suffisant. 30 jours plus tard, j'ai trouvé l'avis d'expulsion collé sur ma porte, l'entête officielle et l'avis de quitter les lieux en gras, ce qui m'a fait tourner l'estomac. La récession économique qui a forcé Market Trent Agency à réduire de 75% ses effectifs m'a frappé comme un camion. Je n'aurais jamais imaginé que je serais parmi ceux qui sortiraient avec un carton rempli de plantes de bureau et de photos de famille. L'indemnité de départ couvrait à peine 2 semaines de dépenses, et les 3 mois d'économie que j'avais méticuleusement accumulés ont disparu à une vitesse alarmante. Loyer $1350. Paiement de la voiture $280. Assurance $210.
prêt étudiant 375 $. Courses, charges, téléphone. Les dépenses semblaient infinies. Chaque matin, je me réveillais pour vérifier mon compte bancaire en baisse, les chiffres tombant comme un compte à rebours vers le désastre. Au bout de 3 mois de chômage, j'étais désespéré. C'est alors que j'ai commencé à appeler ma famille, des appels qui allaient changer à jamais ma vision de la famille. Mon père, Richard, avait toujours été conservateur en matière financière, mais je pensais qu'il aiderait sûrement sa fille en cas de véritable crise. Quand je l'ai appelé, j'entendais des commentaires de golf en arrière-plan. Son attention était visiblement partagée. « Papa, je déteste te demander ça, mais je suis dans une situation financière difficile après le licenciement. Pourrais-je emprunter juste assez pour payer le loyer du mois prochain pendant que tu aurais dû mieux économiser ?» l'interrompit-il d'une voix froide et dédaigneuse. « Ta génération attend toujours des aides. À ton âge, j'avais 3 boulots et je n'ai jamais demandé un centime à mes parents. » Puis la tonalité est arrivée. Il m'avait raccroché au nez en pleine crise. Ma mère, Diana, a répondu avec sa douceur habituelle, mais celle-ci s'est rapidement estompée lorsqu'elle a réalisé que je demandais une aide financière. « Oh, chérie, tu es dans nos pensées et nos prières, » dit-elle, sa voix prenant ce ton particulier qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait paraître encourageante sans rien faire réellement. « Mais on vient de rénover la cuisine, et l'abonnement de golf de ton père vient d'augmenter. As-tu essayé de réduire ta consommation de café raffiné et de tartines à l'avocat ? Je n'avais pas acheté de boisson au café depuis des semaines. Je préparais du café instantané à la maison et je mangeais des nouilles ramen pour faire durer mon argent. » Mon frère Michael avait déjà vécu une situation similaire. Il y a 3 ans, alors qu'il était entre 2 emplois, je lui avais prêté 2000 $ pour payer son loyer et sa voiture. Il ne m'avait jamais entièrement remboursé, prétextant toujours des dépenses imprévues avec les enfants. Je pensais qu'il s'en souviendrait sûrement et me rendrait l'appareil. « Peut-être que si tu n'avais pas gaspillé d'argent dans cet appartement chic et ces vêtements de marque, tu aurais quelque chose sur quoi te rabattre, » a-t-il dit, oubliant commodément que mon appartement était modeste et que ma garde-robe provenait principalement de magasins discount. Certains d'entre nous doivent être des adultes responsables. J'ai des enfants à nourrir, Olivia. Désespéré et de plus en plus paniqué à mesure que mes derniers dollars s'épuisaient, j'ai ravalé ma fierté et demandé si nous pouvions dîner chez mes parents pour discuter des différentes options. Peut-être qu'en personne, voyant ma détresse évidente, il trouverait un peu de compassion. Cette soirée est restée gravée dans ma mémoire comme l'une des expériences les plus humiliantes de ma vie. Ma mère avait préparé son rôti habituel, faisant comme s'il s'agissait d'un dîner de famille normal. Mon père s'est servi un généreux whisky mais ne m'a offert que de l'eau. Michael et sa femme Rebecca sont arrivés en retard, leurs 2 enfants ont immédiatement couru vers la salle de jeu au sous-sol. Alors que nous étions assis autour de la table à manger, j'ai soigneusement expliqué ma situation, les licenciements massifs dans l'industrie, ma recherche d'emploi agressif sans résultat, l'expulsion imminente si je ne pouvais pas payer mon loyer. « Je ne demande pas l'aumône, » dis-je d'une voix ferme malgré mon estomac noué. Juste un prêt pour me maintenir à flot 1 mois ou 2, le temps d'obtenir un poste. Je rembourserai intégralement, avec intérêt. Pendant que je parlais, ma belle-sœur, Rebecca, leva les yeux au ciel de façon dramatique. C'est exactement ce qui arrive aux milléniaux irresponsables qui ne planifient pas à l'avance, a-t-elle déclaré, bien qu'elle n'ait que 2 ans de plus que moi. Michael et moi gardons toujours 6 mois de dépenses de côté, même avec les enfants. Je me suis mordu la langue en sachant que les parents de Michael leur avaient donné la compte pour leur maison en cadeau de mariage, un avantage que je n'ai jamais reçu. Mon père a vérifié sa montre à plusieurs reprises pendant mon explication, me faisant comprendre que mes problèmes gênaient sa routine du soir. Le marché du travail est difficile en ce moment, a-t-il dit sans me regarder dans les yeux. Mais tout le monde traverse des moments difficiles. Ça forge le caractère. Ma mère a tendu la main pour me tapoter la main, son bracelet de tennis en diamant captant la lumière. Il serait peut-être temps que tu penses à trouver un mari, ma chère. Une femme de ton âge devrait avoir cette sécurité. Et ce gentil comptable de ton ancienne entreprise. Est-il célibataire ? Mais c'est mon frère Michael qui m'a dit la phrase qui m'a brisé. Après avoir mentionné que j'envisageais de déménager dans une ville moins chère si nécessaire, il s'est moqué. Nous avons de vraies responsabilités, de vraies familles à entretenir, a-t-il dit, insistant sur le mot « réel », comme si ma vie était en quelque sorte fictive. Tu n'as à te soucier que de toi. Pas d'enfant, pas de mari. Tu devrais remercier le ciel. Tu n'es pas à notre place.
Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit, ni même si j'ai fini mon repas. Je me souviens d'être rentré chez moi en larmes, mes mains tremblant tellement sur le volant que j'ai dû m'arrêter 2 fois pour me ressaisir. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Michael qui serait la dernière communication de ma famille pendant très longtemps. Ne nous contactez pas tant que vous n'avez pas repris votre vie en main. On ne peut pas continuer à vous tirer d'affaire. C'est gênant pour tout le monde. Il ne m'avait jamais tiré d'affaire une seule fois de toute ma vie d'adulte. Pas une seule fois. Alors que les derniers jours de mon appartement s'écoulaient, j'ai vendu tout ce dont je pouvais me séparer, ma télévision, mes bijoux, et même l'argenterie que ma grand-mère m'avait léguée. J'organisais des vœux-de-grenier le week-end et je mettais des articles en vente sur toutes les plateformes de vente en ligne. Mais ce n'était pas suffisant. Entre mes ressources en baisse et l'absence totale de soutien familial, je n'arrivais pas à réunir suffisamment d'argent pour payer un autre mois de loyer. 30 jours après ce dîner de famille désastreux, j'ai trouvé l'avis d'expulsion collé sur ma porte, l'entête officielle et l'avis de quitter les lieux en gras, ce qui m'a fait tourner l'estomac. J'avais 72 heures pour quitter l'endroit que j'avais considéré comme mon foyer pendant 4 ans. Vivre dans sa voiture, c'est quelque chose qu'on croit réservé aux autres, jusqu'à ce que cela nous arrive soudainement. Après l'expulsion, j'ai emballé ce qui me restait de bien dans ma Toyota Corolla, des vêtements, des articles de toilette, mon ordinateur portable et quelques objets sentimentaux que je ne pouvais me résoudre à vendre. Tout le reste a été placé dans un petit box de stockage que j'ai payé avec ma dernière carte de crédit, qui n'était pas au maximum. Ces 2 premières semaines ont été un véritable cours de survie. Je me garais dans différents parkings Walmart chaque soir, apprenant rapidement lesquels autorisaient le stationnement de nuit. Je maintenais mon abonnement à la salle de sport en rassemblant les frais mensuels non pas pour le sport, mais parce que cela me donnait accès à des douches et à un endroit pour me brosser les dents chaque matin. Je suis devenue experte pour me laver les cheveux dans les lavabos et me changer dans les toilettes sans toucher le sol. Ma routine quotidienne a pris une précision désespérée. Je me réveillais à 5h30 avant que la sécurité ne frappe à ma fenêtre. Je me rendais à la salle de sport pour prendre une douche et me rendre présentable, puis je mettais des vêtements professionnels que je gardais soigneusement accrochés sur la banquette arrière. Puis, à la bibliothèque, dès son ouverture à 9h, je pouvais utiliser le Wi-Fi gratuit pour envoyer des candidatures au moins 15 par jour, parfois plus. Je me nourrissais de barres protéinées, de pommes et de tout ce que je pouvais conserver sans réfrigération. Le soir, j'inclinais mon siège conducteur au maximum, me couvrais de la seule couverture que j'avais gardée et essayais de dormir malgré la peur constante que quelqu'un s'introduise dans ma voiture ou, pire, que je découvre que j'y vivais. Le plus dur n'était pas l'inconfort physique ni même la peur. C'était la honte écrasante, étouffante d'être tombé si bas, de n'avoir aucun filet de sécurité, d'être complètement seul au monde. Puis vint le jour qui changea tout. J'étais assis à la bibliothèque pour déposer ma 20e candidature de la semaine lorsque quelqu'un me tapota l'épaule. Je me retournai et vis Marcus Johnson, un ancien collègue du département créatif de Marquette-Trent. « Olivia, je croyais que c'était toi, dit-il, son sourire familier me ramenant momentanément à des jours meilleurs. Comment vas-tu depuis les licenciements ? J'ai failli craquer sur le champ. Après des semaines passées à faire bonne figure, à prétendre auprès des recruteurs que j'appelais de mon bureau à domicile plutôt que d'un coin de bibliothèque, être reconnu par quelqu'un de mon ancienne vie était presque insupportable. Je me suis amélioré, ai-je admis en essayant de garder une voix calme. Je cherche toujours la bonne opportunité. Marcus tira une chaise, ignorant le regard désapprobateur du bibliothécaire. Écoutez, j'ai monté une petite agence de conseil en marketing. Rien de bien extraordinaire pour l'instant. Juste moi et 2 autres anciens de Marquette-Trent. On aurait besoin de quelqu'un avec vos compétences, mais je dois être honnête. On ne peut pas égaler votre ancien salaire. Loin de là. J'avais envie de rire. N'importe quel salaire serait mieux que mon salaire actuel, nul. J'aimerais bien en savoir plus, ai-je dit, essayant de ne pas paraître trop désespéré. On pourrait peut-être prendre un café. Nous avons déménagé dans un café voisin où Marcus m'a présenté son entreprise naissante. Le poste qu'il proposait était initialement à temps partiel, avec des horaires flexibles et une rémunération modeste. Cela ne couvrirait pas toutes mes dépenses, mais c'était une bouée de sauvetage, un moyen de revenir dans le monde professionnel. Quand puis-je commencer, ai-je demandé, sans même prendre la peine de négocier. Avec mon premier salaire, j'ai trouvé un minuscule studio dans un quartier que la plupart des gens éviteraient après la tombée de la nuit. L'immeuble avait une sécurité douteuse,
l'eau chaude était intermittente et les voisins semblaient se battre ou faire la fête toute la nuit. Mais il y avait des murs, un toit et une porte qui fermaient à clé. Et après des semaines passées dans ma voiture, j'avais l'impression d'être dans un palais. Cependant, le salaire de la start-up de Marcus ne suffisait pas à reconstruire ma vie. J'avais besoin de plus de revenus, alors j'ai postulé pour un poste de soir dans un bar appelé The Rustinel. Malgré mon inexpérience en tant que barman, le propriétaire, un homme bourru mais juste nommé Tony, m'a donné ma chance, et j'ai passé mes soirées à apprendre à préparer des cocktails tout en discutant avec les clients. Entre mon travail de marketing et mon travail de barman, je travaillais 70 heures par semaine. Je me levais à 7 heures, travaillais au bureau de Marcus jusqu'à 18 heures, me changeais dans les toilettes du bar, puis servais des boissons jusqu'à 2 heures du matin. Je rentrais chez moi en titubant, dormais 4 heures, et recommençais. L'épuisement physique et émotionnel était sans précédent. Certains soirs, j'étais si fatigué que je pleurais en rentrant chez moi, simplement parce que mon corps ne savait pas comment gérer la fatigue autrement. C'est au Rustinel que j'ai rencontré Stéphanie Chin, une étudiante en droit qui travaillait comme barmaid le week-end pour payer ses livres et ses frais de subsistance. Nous avons tissé des liens grâce à notre fatigue mutuelle et à notre humour noir envers les clients difficiles. Lorsqu'elle m'a dit qu'elle cherchait un nouveau logement, je lui ai proposé de devenir colocataire pour partager les frais. Un mois plus tard, nous avons emménagé dans un appartement un peu plus confortable, avec 2 petites chambres au lieu d'une. Avoir un colocataire a considérablement allégé mon fardeau financier. Pour la première fois depuis la perte de mon emploi, j'ai pu à nouveau me permettre une assurance maladie de base, mais cela m'a permis de ne plus avoir à ignorer mes problèmes de santé par crainte des factures médicales. Pendant ce temps, dans l'entreprise de Marcus, j'étais déterminé à prouver ma valeur. Je restais tard pour apprendre de nouveaux logiciels, je me portais volontaire pour les projets dont personne ne voulait et j'apportais de nouvelles idées issues de mon expérience passée. Marcus l'a remarqué. 6 mois après mon embauche, il a augmenté mes heures et mon salaire. Tu es le travailleur le plus acharné que j'ai jamais rencontré, m'a-t-il dit. Cette entreprise se développe grâce à des gens comme toi. Durant ces heures de la nuit où je n'arrivais pas à dormir malgré mon épuisement, j'ai suivi des cours en ligne gratuits pour développer mes compétences, analyse numérique, gestion des réseaux sociaux, stratégie de contenu. J'ai obtenu des certifications sur des plateformes dont je n'avais auparavant qu'une connaissance superficielle. Je me reconstruisais, compétence après compétence, dollar après dollar. Le moment le plus inattendu fut celui où je réalisai que j'avais passé une journée entière sans penser à la trahison de ma famille. Ce n'était pas du pardon. Je n'étais pas prête à cela, mais c'était une petite liberté, un signe que leur abandon ne définissait plus chaque instant de mon existence. Une nuit, après un quart de travail particulièrement épuisant au bar, je me suis glissé dans mon lit sans ma routine habituelle consistant à vérifier mon maigre compte d'épargne et à calculer combien de mois il me restait avant de me sentir à nouveau en sécurité. Je me suis endormi, tout simplement. Et pour la première fois depuis presque un an, je n'ai pas pleuré en pensant à la trahison familiale. C'était une petite victoire, mais à ce moment-là, elle semblait énorme. Le premier anniversaire de l'abandon de ma famille est arrivé un mardi. Je n'ai pas marqué l'occasion par une quelconque reconnaissance particulière. J'étais trop occupé à préparer une présentation pour un nouveau client potentiel de l'entreprise de Marcus, désormais officiellement nommé Horizon Marketing Solutions. Mais je me suis accordé un moment de réflexion pendant mon café du matin. Il y a un an, je dormais dans ma voiture. Aujourd'hui, j'étais nouvellement promu chef d'équipe acquisition client dans une agence de marketing en pleine croissance. Ce n'était pas là où je m'attendais à être à ce stade de ma vie, mais compte tenu du voyage, cela ressemblait à un miracle. Cette promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative. Pas tout à fait ce que je gagnais chez Market Trent, mais suffisante pour que je puisse enfin quitter mon emploi de barman. Stéphanie était déçue de perdre sa collègue préférée, mais ravie que je puisse enfin dormir plus de 5 heures par nuit. « Tu le mérites », dit-elle en versant du vin de fête dans les verres dépareillés de notre appartement. Personne n'a travaillé aussi dur. Grâce à l'augmentation de mes revenus, Stéphanie et moi avons pu déménager à nouveau, cette fois dans un immeuble propre et sûr, avec des appareils électroménagers fonctionnels et des voisins qui ne se disputaient pas à 3 heures du matin. Avoir mes soirées libres m'a également permis de me concentrer sur mon développement professionnel de manière plus structurée. Je me suis inscrit à des cours du soir au collège communautaire local pour obtenir des certifications supplémentaires en marketing numérique et en analyse de données. Ma vie personnelle, cependant, est restée en grande partie en suspens. J'avais tenté quelques rendez-vous,
généralement organisés par Stéphanie, mais ils suivaient tous le même schéma. Je rencontrais quelqu'un, les choses se passaient bien au début, puis venait le moment où on me posait des questions sur ma famille. Nous ne sommes pas proches, dirais-je, l'euphémisme du siècle. Ils insistaient pour avoir des détails, et si je donnais ne serait-ce qu'une version édulcorée de la vérité, l'ambiance changeait. Certains se sentaient mal à l'aise. D'autres débitaient des platitudes sur l'importance de la famille et sur le fait que je devrais essayer de me réconcilier avant qu'il ne soit trop tard. Une date suggérait en fait que l'abandon devait être en partie de ma faute. Je n'ai prévu aucun deuxième rendez-vous avec aucun d'entre eux. Puis est arrivé le prix de l'industrie qui a tout changé. Horizon avait soumis une campagne que j'avais conçue pour une association locale aux prix régionaux d'excellence marketing. Cette campagne à petit budget avait généré des résultats remarquables, générant une augmentation de 300% des dons grâce à un ciblage stratégique sur les réseaux sociaux. À la surprise générale, et surtout à la mienne, elle a remporté la catégorie de la meilleure campagne de marketing de cause. Le soir de la cérémonie de remise des prix, Marcus a insisté pour que ce soit moi qui l'accepte sur scène. Debout sur ce podium, regardant une salle remplie de professionnels du marketing, dont plusieurs anciens collègues de Market Trend, j'ai ressenti une vague de validation qui m'a presque fait pleurer. Ce prix appartient à toute l'équipe Horizon. J'ai dit au micro, ma voix plus ferme que je ne le pensais, et à tous ceux qui croient aux secondes chances. C'est à l'after-party que j'ai rencontré Nathan Taylor, directeur marketing d'une banque régionale. Il m'a abordé avec un sourire sincère et une poignée de main de félicitations. Cette campagne était brillante, a-t-il déclaré. L'authenticité était vraiment au rendez-vous. Comment avez-vous réussi à faire ça avec un budget aussi limité ? Nous avons discuté pendant des heures, bien après le départ de la plupart des participants. Nathan n'était pas comme mes précédents rendez-vous. Il écoutait attentivement, posait des questions pertinentes et semblait sincèrement intéressé par mon point de vue sur les tendances marketing. Lorsque le sujet de la famille a été abordé, comme c'était inévitable, j'ai donné ma réponse habituelle, vague. La famille est compliquée pour moi, dis-je, me préparant à la réaction habituelle. Nathan hocha simplement la tête. Pareil pour moi, dit-il. J'ai été élevé par mes grands-parents après que mes parents ont décidé que l'éducation des enfants n'était pas pour eux. La famille, c'est ceux qui sont présents, pas ceux qui partagent votre ADN. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti compris. Nous avons échangé nos numéros et avons ainsi commencé une relation qui s'est lentement construite, fondée sur le respect mutuel et le partage d'expériences. Entre-temps, Stéphanie commençait à s'inquiéter de mon bien-être émotionnel. « Tu as géré les conséquences pratiques de ta situation familiale », m'a-t-elle dit un soir. « Mais as-tu géré l'impact émotionnel ?» Elle avait raison. J'étais tellement concentré sur ma survie et la reconstruction de ma carrière que je n'avais pas surmonté le traumatisme d'avoir été abandonné par ceux qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Sur sa douce insistance, j'ai commencé à consulter un thérapeute, bénéficiant de la couverture santé mentale de ma nouvelle assurance maladie améliorée. Ces séances ont été brutales au début. Exprimer la profondeur de la trahison et reconnaître la colère et le chagrin que j'avais refoulé m'a redonné un nouveau souffle. Mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre que ma valeur n'était pas liée à l'approbation de ma famille. La découverte est survenue lors d'une séance, 6 semaines après le début de la thérapie. L'incapacité de votre famille à vous soutenir témoigne de ses limites, pas des vôtres, m'a expliqué mon thérapeute. Vous avez construit un réseau de soutien à partir de rien. Cela demande une force extraordinaire. À l'approche de la 2e année, Horizon Marketing Solutions comptait désormais une équipe de 15 personnes et j'ai été promu au poste de direction avec une autre augmentation substantielle. Marcus était devenu non seulement un patron, mais aussi un mentor et un ami. La liste de clients s'était élargie pour inclure plusieurs grandes entreprises régionales, et nous avions déménagé dans des bureaux plus spacieux en centre-ville. Ma situation financière étant enfin stabilisée, j'ai commencé à envisager quelque chose qui m'avait semblé impossible pendant ces jours sombres dans ma voiture, acheter une maison. L'idée d'avoir un espace qui m'appartient vraiment, qui ne puisse pas m'être retiré par un avis d'expulsion, était extrêmement attrayante. La recherche d'une maison a été un véritable tourbillon d'émotions. La première propriété que j'ai visitée présentait de graves problèmes de fondation cachés sous une nouvelle couche de peinture. La seconde se trouvait dans un quartier où la criminalité montait en flèche. Le troisième était parfait mais il a été racheté avec une offre en espèces avant même que je puisse soumettre mon offre. J'ai connu des moments de déception si intenses que je me suis demandé si j'étais prêt à franchir le pas.
Mais j'ai finalement trouvé la maison idéale, une modeste maison de 3 chambres dans une banlieue tranquille. Elle avait besoin de quelques rénovations esthétiques, mais sa structure était solide, avec une cour juste assez grande pour un jardin. Dès que je suis entré, j'ai pu imaginer mon avenir là-bas. Le processus d'approbation du prêt hypothécaire a été éprouvant. Malgré mon meilleur score de crédit et mes revenus stables, l'agent de crédit a été surpris par mon historique financier récent. Mais au final, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. J'avais reconstruit ma vie financière grâce à une détermination sans faille. Signer seul ces papiers hypothécaires a été l'un des moments les plus fiers de ma vie. Le notaire m'a transmis document après document, chacun nécessitant ma signature pour que cette maison soit officiellement mienne. Pas de cosignataire, pas de prêt familial, pas de don pour la compte. Juste moi, mes économies et la carrière que j'avais reconstruite sur les cendres. Le jour du déménagement est arrivé avec une intensité émotionnelle inattendue. Stéphanie a pris congé pour aider, tout comme Nathan. Marcus est arrivé avec 3 autres collègues et un camion qu'il avait loué lui-même. Ma famille choisit à transporter les meubles, déballer les cartons et baptiser ma nouvelle maison avec des pizzas à emporter et du champagne bon marché sur le sol du salon. À Olivia, Nathan a porté un toast en levant son gobelet en plastique, qui prouve que la seule personne en qui tu as besoin de croire, c'est toi-même. 2 semaines plus tard, j'organisais une véritable pendaison de crémaillère. La maison était loin d'être entièrement meublée. J'avais privilégié un lit confortable et un canapé confortable, la plupart des autres pièces restant spartiates, mais c'était la mienne. Des amis du travail, d'anciens collègues, des voisins et même Tony du Rustinel sont venus célébrer. Pendant tout ce temps, ma famille biologique est restée silencieuse. Je savais, grâce à mes aperçus occasionnels sur les réseaux sociaux, qu'elle était au courant de ma réussite professionnelle. Ma mère avait aimé une publication concernant mon prix, mais personne ne m'avait contacté. Et étrangement, ça ne me posait pas de problème. La douleur s'était atténuée et n'était plus qu'une douleur supportable, qui survenait de temps en temps, mais qui ne me définissait plus. Je m'étais prouvé que je pouvais survivre à leur abandon. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils étaient sur le point de tester si je pouvais survivre à leur retour. Dans ma nouvelle maison, les dimanches matins étaient devenus un rituel sacré. Je me réveillais naturellement sans réveil, préparais un café dans la cuisine que je rénovais lentement moi-même et l'emportais sur la petite terrasse en bois donnant sur mon modeste jardin. Là, enveloppé dans une robe confortable, je lisais ou observais simplement les oiseaux à la mangeoire que j'avais installée. C'est durant ces moments de calme que je me suis senti le plus en paix, le plus certain que toute cette lutte avait valu la peine. Ce dimanche-là avait commencé comme tous les autres. L'air printanier était frais mais agréable. Mon café était parfait. Et je venais de m'installer dans ma chaise longue préférée avec un nouveau roman policier quand je l'ai entendu, le son discordant de la sonnette suivi de coups insistants. J'ai envisagé de l'ignorer. Le dimanche matin était mon jour de fête, et je ne m'attendais à aucune livraison, mais les coups continuaient, plus pressants désormais. Avec un soupir, je posai mon livre et mon café et traversai la maison jusqu'à la porte d'entrée. Quand je l'ai ouvert, le temps a semblé ralentir. Là, regroupés sur mon porche comme un portrait de famille maladroit, se tenaient les gens qui m'avaient abandonné dans mes heures les plus sombres, mon père Richard, ma mère Diana, mon frère Michael, sa femme Rebecca et leurs 2 enfants, Emma et Jacob, maintenant âgés de 7 et 5 ans. Ils étaient entourés de valises et de sacs de sport comme s'ils étaient prêts pour un séjour prolongé. Surprise, s'exclama ma mère avec un enthousiasme excessif, les bras tendus pour un câlin que je ne fis pas un pas en avant pour recevoir. Oh mon Dieu, regarde-toi. Tu as l'air fatigué, ma chérie. Est-ce que tu dors assez? Mon père, qui me regardait déjà à l'intérieur de la maison, hocha brièvement la tête. Beau quartier. Calme. Bon investissement. Michael poussa ses enfants vers lui. Les enfants, dites bonjour à votre tante Olivia. Vous vous souvenez d'elle, n'est-ce pas? Emma leva les yeux avec un sourire exercé, tandis que Jacob la fixait simplement, n'ayant clairement aucun souvenir de moi. Rebecca se tenait légèrement derrière eux, son téléphone déjà sorti et prenant des photos de mon porche et de la porte ouverte révélant mon salon. Quel charmant petit endroit, dit-elle, en insistant sur le peu qu'il contenait, ce qui donnait l'impression d'une insulte. Très cosy. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte, mon cerveau luttant pour traiter cette invasion. 3 années de silence rompu, non pas par un appel téléphonique ou des excuses, mais par une visite surprise et ce qui semblait être suffisamment de bagages pour une petite armée. Pouvons-nous entrer? Demanda ma mère, s'avançant déjà lentement.
Il fait froid ici et nous roulons depuis l'aube. En pilote automatique, je me suis écarté. Ils sont passés devant moi, mon père a immédiatement commencé un l'entour de mon salon, examinant les moulures de la couronne et tapotant sur les murs comme pour vérifier les problèmes structurels. Ma mère s'est précipitée vers la cuisine, commentant à haute voix mon choix intéressant de couleurs pour les armoires. Rebecca a continué à tout photographier, affirmant qu'elle voulait montrer à la famille à quel point vous avez un endroit mignon. Les enfants de Michael n'avaient pas besoin d'être invités pour se sentir comme chez eux. Ils ont couru dans la maison, ouvrant les portes, touchant tout, de mes étagères à mon ordinateur portable, montant les escaliers à grands pas pour explorer les chambres. Jacob, Emma, faites attention là-haut, cria Rebecca sans conviction, sans faire aucun geste pour les surveiller. J'ai suivi les enfants à l'étage, alarmés par la rapidité avec laquelle ils avaient disparu dans mes espaces privés. Je les ai trouvés en train de sauter sur mon lit soigneusement fait. Elle était toujours là. S'il te plaît, ne fais pas ça, dis-je d'un ton calme et autoritaire. C'est mon lit. Maman dit que ce sera notre chambre, annonça Emma en continuant à sautiller. J'aurai le grand lit parce que je suis plus grande. Jacob doit dormir sur un matelas par terre. Avant que je puisse traiter cette déclaration, j'ai entendu Jacob dans la chambre d'amis, que j'avais aménagée comme bureau à domicile. Ce sera ma salle de jeu, cria-t-il, en sortant déjà des livres de la petite étagère. Je les ai tous les deux guidés en bas, là où les adultes s'étaient rassemblés dans mon salon. Ma mère s'était installée confortablement sur mon canapé. Mon père s'était servi du café dans ma cafetière, et Michael examinait le certificat encadré de mon prix de marketing accroché au mur. Le marketing, hein, dit-il comme si on se parlait tranquillement après une brève séparation. J'ai toujours su que tu t'en tiendrais à ça. Payer les factures, d'accord? Pourquoi es-tu ici? Ai-je finalement réussi à demander, la question étant plus directe que je ne l'aurais voulu. Il y eut un silence gênant avant que ma mère n'intervienne avec une joie forcée. Tu ne peux pas rendre visite à ta famille? Tu nous as manqué, ma chérie. Et quand on a vu les publications sur ta nouvelle maison, on a voulu venir la voir de nos propres yeux. Après 3 ans sans contact, j'ai insisté. Un autre silence inconfortable s'installa. Rebecca a rompu en se levant et en annonçant qu'elle aiderait à préparer le déjeuner, puis en ouvrant mon réfrigérateur sans permission et en commençant à cataloguer son contenu à haute voix. Vous n'avez pas beaucoup de nourriture pour les invités, cria-t-elle depuis la cuisine. Juste des légumes et du yaourt. Tu n'as pas de goûter pour les enfants? Michael s'éclaircit la gorge. Écoute, Olivia, on a eu des difficultés financières récemment. Mon père est intervenu. Le marché n'a pas été tendre avec mes investissements. Mon fonds de retraite a pris un coup. Il a dit cela comme si cela expliquait tout de leur apparition soudaine. Ma mère a tendu la main vers moi, mais je l'ai subtilement écartée. Nous avons tous été très stressés ces derniers temps. La situation de Michael a été particulièrement difficile. Michael avait l'air mal à l'aise mais continua. J'ai perdu mon emploi il y a environ 6 mois. L'entreprise a réduit ses effectifs. L'ironie de cette déclaration lui échappait complètement. Nous avons survécu grâce à nos économies et au travail à temps partiel de Rebecca, mais nous avons dû donner notre préavis pour notre appartement, a ajouté Rebecca en revenant de la cuisine. Le propriétaire a encore augmenté le loyer en raison de la situation professionnelle de Michael. Emma, qui explorait le salon, s'exclama, « Papa dit, nous allons vivre avec tante Olivia maintenant parce qu'elle a des chambres libres et pas d'enfants pour les remplir. » Les adultes échangèrent des regards, n'ayant visiblement pas prévu que cette révélation vienne si brusquement ou de la part d'un enfant. « On n'a pas vraiment l'intention de vivre ici, » dit ma mère rapidement en lançant un regard à Emma. « On explore juste les options. Une famille doit rester unie dans les moments difficiles. C'est ce que fait une famille. » L'accent mis sur sa dernière phrase resta suspendu entre nous, rappelant à quel point ils avaient failli à leurs propres principes lorsque j'étais en crise. Comme prévu, Jacob est revenu en courant dans la pièce. Maman. Maman, il y a une grande pièce vide au sous-sol. Ça pourrait être ma salle de jeu? Elle est plus grande. Rebecca m'a souri comme si son fils ne venait pas de s'emparer d'une nouvelle partie de ma maison. Les enfants. Ils sont tellement excités par les nouveaux espaces. Emma, Jacob, pourquoi n'iriez-vous pas explorer le jardin? J'ai vu un bel arbre là-bas. Alors que les enfants sortaient en courant par la porte de derrière, mon père se pencha en avant. Olivia, nous devrions discuter des aspects pratiques de cet arrangement.
À combien s'élèvent vos impôts fonciers? Y a-t-il des frais de copropriété que nous devrions connaître? J'ai répété le mot sentiment sur ma langue. Eh bien oui, intervint ma mère avec douceur. Nous sommes une famille, et cette chambre d'amis à l'étage serait parfaite pour les enfants. Ils ont l'habitude de partager. Il devenait de plus en plus évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite. Il s'agissait d'une mission de reconnaissance, prélude à quelque chose de bien plus présomptueux. Je me suis levé brusquement. J'ai besoin de passer un coup de fil, ai-je dit, ayant besoin de temps pour digérer la situation. Installez-vous confortablement, mais n'hésitez pas à demander avant d'entrer dans d'autres pièces. En franchissant le porche et en fermant la porte derrière moi, j'entendais Rebecca discuter de la façon dont elle allait réaménager mon salon pour le rendre plus accueillant pour la famille. Par la fenêtre, j'ai vu mon père ouvrir les portes des placards de ma cuisine, inspectant les charnières et les fixations comme s'il procédait à une évaluation. J'ai pris une grande inspiration de l'air printanier, désormais nettement plus frais que lors de ma paisible routine matinale qui semblait remonter à une éternité. Ma famille, ceux qui m'avaient laissé dormir dans ma voiture, étaient arrivés sans prévenir à ma porte avec leurs bagages et leurs attentes. Et d'une certaine manière, c'était moi qui me sentais comme un intrus chez moi. En fin d'après-midi, il est devenu évident que ma famille n'avait aucune intention de partir. Ma mère avait pris d'assaut ma cuisine, critiquant mon garde-manger limité tout en préparant un dîner auquel je ne les avais pas invités. Mon père avait découvert mon thermostat et l'avait réglé à sa guise, faisant des remarques sur mes réglages énergivores. Les enfants avaient laissé des traces de boue dans le salon, et Rebecca avait déplacé plusieurs de mes objets de décoration dans des endroits plus sûrs, hors de portée des petites mains. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Nathan. Toujours partant pour dîner ce soir? J'ai hâte d'essayer ce nouveau restaurant italien. J'avais complètement oublié nos plans pour le dîner. J'ai vite répondu par SMS, situation familiale. Tu peux venir ici? J'ai besoin de renfort. Sa réponse fut immédiate, j'arrive. Besoin que j'apporte quelque chose? Juste ta présence, répondis-je, ressentant une vague de gratitude pour sa compréhension. Quand Nathan arriva 1 heure plus tard, la tension était à couper au couteau. Je le présentai à tout le monde, voyant les yeux de ma mère s'illuminer à l'idée que j'ai un petit ami, tandis que mon père commençait aussitôt à l'interroger sur sa carrière et ses perspectives financières. Je pense que c'est une bonne industrie stable, dit mon père en jetant un coup d'œil à Nathan. Cotisation complémentaire 401K? Propriétaire? Nathan a géré l'interrogatoire avec grâce, répondant poliment tout en gardant une position protectrice près de moi. Quand ma mère a annoncé que le dîner était prêt, nous nous sommes tous dirigés maladroitement vers ma salle à manger où elle avait mis la table avec mes plats disposés d'une manière que je n'aurais jamais choisie. Les enfants ont été placés à table avec nous, même si mon ensemble de salle à manger ne comportait que 6 chaises, ce qui m'a obligé à aller chercher une chaise pliante au sous-sol pour moi-même. Rebecca a passé les 10 premières minutes du repas à prendre des photos de la nourriture pour son Instagram, tandis que mon père se plaignait que le poulet était trop sec. C'est Michael qui a finalement révélé le véritable but de leur visite. Alors que nous terminions le plat principal, il s'éclaircit la gorge d'un air important. Alors, Olivia, nous avons bel et bien donné notre préavis de résiliation, annonça-t-il comme s'il s'agissait d'une conversation tout à fait normale au dîner. Le propriétaire nous donne 2 semaines pour libérer les lieux. Je posai ma fourchette. Je suis désolé d'apprendre ça. As-tu trouvé un nouvel endroit? Un silence gênant s'abattit sur la table. Ma mère s'occupait à remplir les verres d'eau qui n'en avaient pas besoin. Mon père s'est soudain intéressé au motif de mes assiettes. Eh bien, c'est ça le problème, poursuivit Michael en échangeant un regard avec Rebecca. Avec le marché du travail tel qu'il était, les loyers qui montent en flèche en ville, on s'est dit, on est une famille et tu as cette grande maison pour toi tout seul. Grand, c'est exagéré, répondis-je prudemment. Il y a 3 chambres, dont une qui me sert de bureau. Les enfants ont l'habitude de partager, intervint aussitôt Rebecca. Et ce bureau pourrait facilement être reconverti en chambre. Ce n'est pas comme si on avait besoin d'un espace de travail dédié quand la table à manger est juste là. Ma mère s'est approchée pour me tapoter la main. Ce ne serait que temporaire, ma chérie. 6 mois, 1 an tout au plus, le temps que Michael trouve quelque chose qui lui convienne. 1 an, répétai-je en essayant de garder ma voix égale. Eh bien, il faut être réaliste, dit mon père d'un ton sévère. De nos jours, les bons emplois ne tombent pas du ciel. Emma intervint de son siège.
Papa a dit qu'on allait vivre ici pour toujours, car Anna Olivia a trop de place pour une seule personne. Michael lança un regard d'avertissement à sa fille. Pas pour toujours, Emma. Juste le temps qu'on se remette sur pied. C'est alors que mes parents ont lâché leur propre bombe. Ta mère et moi avons aussi dû faire quelques ajustements, dit mon père, d'un ton qui laissait entendre que tout cela était tout à fait raisonnable. La crise financière a durement touché notre fonds de retraite. Nous avons dû prendre des décisions difficiles. Ma mère hocha la tête solennellement. Nous avons vendu la maison. Tu as quoi? Je ne pouvais cacher ma surprise. Ils possédaient cette maison depuis 30 ans. Ils avaient obtenu un prix correct, tout bien considéré. Mon père continua comme s'il parlait de la météo. Mais la vente est dans 3 semaines et l'appartement que nous envisageons ne sera pas disponible avant au moins 6 mois. Les implications planaient dans l'air comme un nuage d'orage. Mon père s'éclaircit la gorge. Nous aurons donc besoin d'un endroit où loger en attendant. Tiens, ai-je déclaré plutôt que demandé, comprenant enfin toute l'étendue de leur plan. Eh bien sûr, ici, dit ma mère, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Où irions-nous sinon? Les hôtels sont chers et vous avez tout cet espace. On pensait que tu pourrais prendre le sous-sol, ajouta mon père d'un ton obligeant. Il est fini. Il y a une petite salle de bain. Tu pourrais le rendre très cosy. Tu veux que j'emménage dans mon sous-sol, répétai-je lentement. Pour avoir ma chambre? C'est ce qui me semble le plus logique, a ajouté Rebecca. La chambre principale a une salle de bain attenante, ce qui serait parfait pour Richard et Diana. Michael et moi pourrions prendre la 2e chambre, et les enfants la 3e. Le sous-sol offrirait de l'intimité. Nathan, qui avait observé silencieusement tout cet échange, posa sa main sur la mienne sous la table, un petit geste de soutien qui m'empêcha d'exploser. De plus, Michael a ajouté, prononçant la phrase qui allait changer notre relation à jamais, ce n'est pas comme si tu avais ta propre famille à charge. Pas de mari, pas d'enfant, juste toi. Nous avons de vraies responsabilités. Un silence stupéfait s'abattit sur la table. Même ma mère sembla se rendre compte qu'il avait dépassé les bornes. Mais Michael, indifférent ou inconscient, continua, soyons réalistes. Tu nous dois quelque chose, Olivia. On t'a élevé, on t'a payé tes études. Maintenant, c'est à ton tour d'aider la famille. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était ma tante Margaret, la sœur de mon père. Reconnaissant de l'interruption, je me suis excusé pour répondre dans la cuisine. Olivia, ma chérie, s'exclama tante Margaret. Je voulais juste te saluer et te remercier personnellement. Ton père m'a parlé de ta généreuse proposition d'accueillir tout le monde chez toi pendant ces moments difficiles. C'est tellement merveilleux de voir une famille réunie ainsi. Je m'agrippais au comptoir pour me soutenir. Il l'a fait maintenant? Oui, il a appelé tout le monde ce matin. On est tous très fiers de toi pour ton engagement. J'en ai parlé à mon cousin Jeffrey et il m'a dit que ça lui avait redonné confiance en la jeune génération. Oh, on prévoit une réunion de famille cet été. Maintenant que tout le monde est au même endroit, ce serait l'occasion idéale. Ta maison a un grand jardin, non? J'ai mis fin à l'appel aussi poliment que possible et je suis retourné dans la salle à manger où la conversation s'était déplacée vers la question de savoir lesquels de mes meubles devaient être rangés pour faire de la place aux leurs. Le canapé devra partir. Rebecca disait que ce n'était pas vraiment adapté aux enfants, et notre sectionnel est beaucoup plus pratique pour les réunions de famille. Ma mère hocha la tête. Et ce service de table ne peut accueillir que 6 personnes. Il nous faudra quelque chose de plus grand. On peut apporter notre lit king size, ajouta mon père. Il est bien mieux que le grand lit que tu as à l'étage. Je me tenais sur le pas de la porte, regardant cette scène bizarre se dérouler dans ma maison. Ces gens qui m'avaient abandonné, envisagent maintenant de me déplacer de la vie que j'avais construite sans eux. Ils parlaient de ma maison. La maison que j'avais achetée avec l'argent gagné au prix d'innombrables heures de travail acharné, après m'avoir laissé dormir dans ma voiture, comme si elle était une propriété commune. Michael a remarqué que j'étais là et a souri, interprétant mon silence comme un acquiescement. Oh, et nous aurons besoin d'un double de tes clés. Nous prévoyons de commencer à emménager demain pendant que tu seras au travail. J'ai senti la main de Nathan glisser dans la mienne, me fixant sur terre tandis que la pièce semblait tourner. Ma famille, les gens qui auraient dû être mon filet de sécurité mais qui m'avaient laissé tomber,
pensais maintenant pouvoir revendiquer le radeau de sauvetage que j'avais construit pour moi-même. Et le plus choquant, c'est qu'ils n'y voyaient absolument rien de mal. Dans leur esprit, c'était simplement ainsi que fonctionnait la famille, prendre ce dont on avait besoin quand on en avait besoin, sans tenir compte de son comportement passé ou de ses limites actuelles. Ils s'attendaient à ce que je renonce à ma maison, à mon intimité, à mon indépendance, à tout ce pourquoi j'avais tant lutté pour reconstruire, car la famille passe avant tout. La même famille qui m'avait dit de ne pas les contacter jusqu'à ce que je mette ma vie en ordre voulait maintenant emménager dans la vie que j'avais créée sans eux. L'audace était à couper le souffle. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, dis-je finalement, la voix plus calme que je ne l'étais. Il se fait tard et il y a beaucoup à assimiler. Tu devrais peut-être prendre une chambre d'hôtel ce soir, et on en reparlera demain. Ma mère parut offensée. Un hôtel? Mais on a roulé toute la journée. On pensait rester ici ce soir. Je ne suis pas prêt à recevoir des invités pour la nuit, répondis-je fermement. J'ai une réunion tôt demain et j'ai besoin de repos. Après quelques protestations, principalement de la part de mes parents concernant les dépenses inutiles liées à un hôtel, ils ont finalement accepté de partir. Mon père m'a posé des questions précises sur les logements abordables à proximité, me faisant clairement comprendre qu'il s'attendait à ce que je paie la facture. J'ai recommandé un hôtel à prix raisonnable à quelques kilomètres de là, en évitant soigneusement de m'engager à le payer. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, laissant notamment 2 de leurs plus grandes valises dans mon entrée pour gagner de la place dans la voiture, Michael m'a pris à part. Pensez Y concrètement, Olivia. Cet arrangement est logique pour tout le monde. Vous avez l'espace. Nous en avons besoin. C'est ce que fait une famille. J'ai simplement hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler sans libérer 3 années de rage et de douleur refoulées. Nathan les aida à sortir, sa présence étant un soutien constant alors qu'ils s'éloignaient enfin, promettant de revenir le matin pour poursuivre la discussion. Au moment où leur voiture a disparu dans la rue, je me suis effondré sur mon canapé, tout le poids de ce qui venait de se passer s'écrasant sur moi. Nathan s'assit à côté de moi, un bras autour de mes épaules. « Ça va ?» demanda-t-il, l'inquiétude perceptible dans sa voix. « Non » ai-je admis. « Je ne le suis pas. » « Est-ce vraiment arrivé comme ça ? Ma famille est-elle vraiment arrivée après 3 ans de silence et a-t-elle essayé de s'emparer de ma maison ? Ils l'ont fait, a-t-il confirmé. Et il semblait penser que c'était parfaitement raisonnable. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Stéphanie, mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû essayer 2 fois de composer correctement. « Urgence » ai-je dit lorsqu'elle a répondu. « Tu peux venir ? » Crise familiale. En moins de 30 minutes, Stéphanie et Marcus étaient tous les 2 arrivés, répondant à mon SOS avec le soutien immédiat que ma famille biologique n'avait jamais montré. J'ai raconté toute la journée surréaliste, depuis la sonnette du matin jusqu'à la révélation du dîner. « Ils veulent que tu emménages dans ton sous-sol » répéta Stéphanie, incrédule. « Le sous-sol de la maison que tu as acheté pour qu'ils puissent avoir les chambres. » Marcus secoua la tête, incrédule. « Et ils ont supposé que tu dirais oui après la façon dont ils t'ont traité. » Ils ont fait plus que supposer, dis-je amèrement. Ils ont déjà informé la famille élargie que j'avais accepté de les accueillir tous. Ma tante m'a appelé pour me remercier. Nathan, qui écoutait tranquillement, parla enfin. Vous devez vous préparer à ce qu'ils se présentent demain et s'attendent à emménager. D'après ce que j'ai vu ce soir, ils ne vont pas accepter facilement un non comme réponse. Stéphanie hocha la tête d'un air sombre. Il te faut un plan et des documents. S'ils ont déjà informé tout le monde de ton accord, qui sait ce qu'ils pourraient encore prétendre. J'ai une amie conseillère financière, proposa Marcus. Elle est spécialisée dans l'aide aux familles en difficulté financière. Elle pourrait peut-être discuter avec votre famille d'options qui n'impliquent pas de reprendre votre maison. Nous sommes restés debout tard dans la nuit pour élaborer une stratégie pour gérer la situation. Stéphanie m'a suggéré d'enregistrer toutes les conversations futures, ce qui est légal dans notre État avec le consentement d'une des parties. Nathan a fait des recherches sur les droits des locataires. Inquiet que ma famille puisse essayer d'établir sa résidence si elle était autorisée à rester même brièvement, Marcus a appelé son amie conseillère financière, qui a accepté de se rendre disponible pour une consultation. Alors que mon équipe de soutien est finalement partie vers minuit avec la promesse de rester en attente le lendemain, je me suis retrouvé seul dans le calme de ma maison. Je traversais lentement chaque pièce, touchant les meubles que j'avais soigneusement sélectionnés, regardant les photos de la famille que j'avais choisies sur les murs, me souvenant du voyage qui m'avait amené ici.
Je repensais à la nuit passée dans ma voiture, sur le parking d'un Walmart, à pleurer en silence pour que personne ne remarque la présence d'une personne à bord. Je me souvenais de l'humiliation de me laver les cheveux dans le lavabo d'une salle de sport, de me changer dans les toilettes publiques, de prétendre au recruteur que j'appelais depuis mon bureau à domicile plutôt que depuis un coin bibliothèque. Je me souvenais de chaque petite victoire, le premier salaire de Marcus, le petit studio, la promotion, le prix de l'industrie, l'approbation du prêt immobilier. Chaque étape avait témoigné de ma résilience. Chaque réussite avait été entièrement le fruit de mes propres efforts, sans un seul dollar ni un seul mot d'encouragement de la part de ceux qui s'attendaient désormais à en récolter les fruits. Le sommeil m'a échappé cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis assis à la table de ma cuisine, un bloc-notes à la main, documentant méthodiquement chaque détail de l'abandon de ma famille 3 ans auparavant. J'ai retrouvé et imprimé de vieux SMS, dont le dernier de Michael, me disant de ne pas les contacter tant que je n'aurais pas repris ma vie en main. J'ai écrit mot pour mot les paroles cruelles qu'ils avaient dites lors de ce dernier dîner de famille avant de me couper la parole. Au matin, ma décision était prise. J'ai envoyé un SMS à ma famille pour qu'elle vienne à midi pour discuter de l'aménagement. Leur réponse a été immédiate et enthousiaste, ma mère ajoutant qu'ils apporteraient les mesures pour l'emplacement des meubles. J'ai passé la matinée à préparer ma maison pour la confrontation. J'ai déplacé mes objets de valeur et mes souvenirs dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai installé mon ordinateur portable pour enregistrer discrètement. J'ai préparé une seule cafetière, mais rien à manger. Ce ne serait pas une visite amicale. À 23h45, Nathan m'a envoyé un texto pour me dire que lui, Stéphanie et Marcus étaient garés au bout de la rue, prêts à intervenir en cas de besoin. Leur soutien m'a donné le dernier regain de courage dont j'avais besoin. Quand ma famille est arrivée à midi, elle était arrivée avec encore plus de bagages qu'avant, ainsi que plusieurs cartons marqués, cuisine, et literie. Ils sont entrés avec la confiance de ceux qui croyaient que l'affaire était déjà conclue, et mon père a immédiatement indiqué à Michael où placer les cartons. Avant d'aller plus loin, dis-je d'une voix ferme, j'aimerais que tout le monde s'assoie dans le salon. Il faut qu'on ait une conversation importante. Ils échangèrent des regards confus, mais obéirent et s'installèrent sur mon canapé et mes chaises. Emma et Jacob furent envoyés jouer dans le jardin, Rebecca surveillant par la fenêtre. Je restai debout, puisant de la force dans l'idée que ma vraie famille ou ceux qui m'avaient vraiment soutenu étaient à portée de message. Il y a 3 ans, ai-je commencé, j'ai perdu mon emploi lors de licenciements massifs. J'avais 3 mois d'économie, qui se sont rapidement épuisés alors que je cherchais un nouvel emploi dans un marché saturé. Lorsque j'ai réalisé que j'étais en grande difficulté financière, j'ai contacté chacun d'entre vous pour obtenir de l'aide. Ma mère s'agitait, mal à l'aise. Mon père regardait sa montre. Papa, ai-je continué en le regardant droit dans les yeux, quand je t'ai appelé, tu as dit, et je cite, tu aurais dû mieux épargner. Ta génération attend toujours des aides. Puis tu m'as raccroché au nez. Son visage a rougi, mais il n'a pas nié. Maman, tu as pensé à moi et prié pour moi, mais tu m'as suggéré de réduire ma consommation de café raffiné alors que je mangeais déjà des nouilles ramen à chaque repas pour économiser. Elle baissa les yeux vers ses mains, évitant mon regard. Et Michael, me suis-je tourné vers mon frère, quand je t'ai demandé de l'aide, tu as dit, peut-être que si tu n'avais pas gaspillé d'argent dans cet appartement chic et ces vêtements de marque, tu aurais quelque chose sur quoi te reposer. Et ce, malgré le fait que je t'avais prêté $2000 2 ans plus tôt, une somme que tu n'as jamais entièrement remboursée. Michael a commencé à protester, mais j'ai levé la main, le faisant taire. Quand je suis venu dîner chez vous, ai-je continué en m'adressant à mes parents, pour demander un petit prêt afin d'éviter mon expulsion, vous m'avez fait sentir comme une ratée. Rebecca m'a traité de millénial irresponsable. Maman m'a suggéré de trouver un mari pour résoudre mes problèmes. Et Michael, tu as dit quelque chose que je n'oublierai jamais, nous avons de vraies responsabilités, de vraies familles à charge. Tu n'as qu'à te soucier de toi. Je me suis dirigé vers la table d'appoint et j'ai pris mon téléphone, ouvrant les messages textes que j'avais enregistrés. Le lendemain, Michael, tu m'as envoyé ce texto, ne nous contacte pas tant que tu n'auras pas repris ta vie en main. On ne peut pas continuer à te tirer d'affaire. C'est gênant pour tout le monde. Malgré le fait qu'aucun d'entre vous ne m'ait jamais sorti de quoi que ce soit dans ma vie d'adulte, la pièce était maintenant silencieuse, le poids de leur cruauté passait planant dans l'air entre nous. Après ça, j'ai été expulsé de mon appartement. J'ai vécu dans ma voiture pendant 2 semaines, me douchant à la salle de sport et utilisant Internet à la bibliothèque pour postuler à des emplois.
Aucun d'entre vous n'a vérifié si j'allais bien. Aucun d'entre vous n'a proposé un canapé pour dormir, ni même un repas. Les yeux de ma mère s'étaient remplis de larmes, mais je ne pouvais pas dire si elles provenaient de remords sincères ou du fait d'être confronté à ces actes. J'ai reconstruit ma vie sans l'aide de ma famille. J'ai cumulé 2 emplois, souvent 70 heures par semaine. J'ai suivi des cours du soir pour me perfectionner. J'ai économisé jusqu'à pouvoir m'offrir cette maison. Et maintenant, après 3 ans de silence, tu te présentes à ma porte en espérant emménager, en espérant que j'abandonnerai ma chambre et que j'emménagerai au sous-sol de ma propre maison. Mon père s'éclaircit la gorge. Le passé est le passé, Olivia. La famille devrait pardonner. Non, ai-je interrompu d'une voix ferme. Tu n'as pas le droit de me faire la morale sur ce que la famille devrait faire. Elle aurait dû être là quand je dormais dans ma voiture. Elle aurait dû me proposer un endroit où dormir quand je n'avais nulle part où aller. Tu n'emménageras pas chez moi. Le choc sur leur visage aurait été comique si la situation n'était pas si douloureuse. Mais où sommes-nous censés aller, demanda Michael, sincèrement déconcerté, comme s'il ne lui était jamais venu à l'esprit que je pourrais refuser. J'ai pris rendez-vous avec une conseillère financière, dis-je en lui tendant la carte de visite d'un ami de Marcus. Elle est spécialisée dans l'aide aux familles en difficulté financière et peut discuter d'options comme des modifications de prêts, des programmes d'aide au loyer et des ressources pour l'emploi. Mon père s'est levé, le visage rouge de colère. C'est comme ça que tu traites ta famille après tout ce qu'on a fait pour toi? C'est la chose la plus égoïste que j'ai jamais vue. Je soutins son regard avec assurance. Non, papa. La chose la plus égoïste que j'ai jamais vue, c'est quand ma famille m'a abandonné au plus bas et s'est attendue à ce que je l'accueille à bras ouverts lorsqu'elle avait besoin de moi. Ma mère pleurait ouvertement. Mais nous sommes une famille, dit-elle, comme si ces mots à eux seuls pouvaient effacer tout ce qui s'était passé. La famille, répondis-je prudemment, c'est plus que du sang. La famille, c'est ceux qui sont là quand on a le plus besoin d'eux. Et j'ai construit ma propre famille, des gens qui me soutiennent, qui m'apprécient, qui ne me laisseraient jamais dormir dans ma voiture pour ensuite s'emparer de ma maison. Comme prévu, on frappa à la porte. Je l'ouvris et découvris Nathan, Stéphanie et Marcus, pile à l'heure prévue. Ce sont les gens qui m'ont aidé quand tu refusais, ai-je dit tandis qu'ils s'approchaient pour me rejoindre. Ceux qui ont célébré mes succès au lieu de se contenter d'en profiter. Ils sont ma famille maintenant. Le visage de Michael se déforma de colère. Tu vas le regretter. Je veillerai à ce que toute la famille sache que tu nous as tourné le dos. N'hésitez pas à tout leur raconter, ai-je répondu calmement. N'oubliez pas d'inclure le passage où vous m'avez abandonné lorsque j'ai perdu mon emploi et où vous attendiez que je cède ma maison aux mêmes personnes qui m'ont laissé sans abri. Je me suis dirigé vers l'entrée et j'ai récupéré la clé de la maison que j'avais repérée sur la clé de mon père plus tôt, la clé de secours que j'avais donnée à ma mère il y a des années. J'en aurais besoin, dis-je en tendant la main. Après un instant d'hésitation, mon père le lui retira et le laissa tomber dans ma paume. Maintenant, ai-je conclu, j'apprécierais que vous rassembliez vos affaires et quittiez ma propriété. Vous pouvez prendre les informations du conseiller financier, mais ce n'est pas à moi de résoudre votre problème de logement. La demi-heure qui suivit fut tendue et gênante tandis qu'ils ramassaient leurs cartons et leurs valises, mon père marmonnant à propos d'enfants ingrats tandis que ma mère alternait entre des supplications larmoyantes et des soupirs de culpabilité. Michael refusa de m'adresser la parole, dirigeant ses enfants vers la voiture dans un silence de plomb. Rebecca, peut-être la plus pragmatique du groupe, prit discrètement la carte du conseiller financier pendant que les autres ne regardaient pas. Alors qu'il s'éloignait enfin, Stéphanie m'a pris par les épaules. « Ça va ?» J'ai pris une profonde inspiration, ressentant un étrange mélange de chagrin et de libération. « Je le serai, ai-je dit. Pour la première fois depuis longtemps, je crois que je le serai vraiment. La fille qu'ils avaient abandonnée avait désespérément besoin d'eux. La femme que j'étais devenue, non. Les jours qui ont suivi le départ de ma famille ont été étonnamment agités. J'avais naïvement cru qu'une fois mon opposition maintenue, l'affaire serait réglée. Au lieu de cela, mon téléphone est devenu le champ de bataille d'une guerre émotionnelle. Mon père m'appelait sans cesse, ses messages oscillant entre colère, « Tu as fait une énorme erreur que tu regretteras toute ta vie » et tentative maladroite de négociation. On pourrait payer un petit loyer après les 6 premiers mois. L'approche de ma mère était une pure manipulation émotionnelle, laissant des messages vocaux larmoyants expliquant qu'elle ne pouvait pas dormir sachant que sa petite fille était si froide. Michael s'est rendu sur les réseaux sociaux, publiant des commentaires vagues mais précis sur les frères et sœurs égoïstes et la mort des valeurs familiales,
soigneusement conçue pour faire de moi le méchant sans fournir aucun contexte. Mais il y avait aussi des alliés inattendus. Ma tante Martha, la sœur de ma mère, qui avait toujours été la rebelle de la famille, m'a appelé directement. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-elle sans préambule. Ta mère raconte à tout le monde que tu les as jetés à la rue après qu'ils sont venus te voir dans le besoin. Je m'attendais à davantage de critiques, mais au lieu de cela, Martha m'a surpris. Je lui ai dit qu'elle était folle, a-t-elle poursuivi. Je me souviens de la façon dont ils t'ont traité pendant ton chômage. J'ai voulu la contacter, mais ta mère a insisté pour que tu aies le temps de réfléchir. J'aurais dû m'en douter, et je suis désolé. Cette conversation a été la première fissure dans le récit familial selon lequel j'étais celui qui était déraisonnable. Quelques jours plus tard, mon cousin Édouard m'a également appelé, me proposant une perspective plus équilibrée. Écoute, je ne prends pas parti, dit-il prudemment, mais je sais qu'il y a plus dans cette histoire que ce que raconte l'oncle Richard. Si tu veux prendre un café et discuter, je suis là. Ces petits gestes de compréhension signifiaient plus qu'il ne pouvait l'imaginer. C'étaient des reconnaissances que mon expérience était valable, que l'abandon que j'avais subi n'était pas quelque chose que j'avais imaginé ou exagéré. Pendant ce temps, les membres de la famille qui avaient réellement mérité ce titre m'entouraient de soutien. Nathan venait presque tous les soirs, parfois juste pour s'asseoir tranquillement avec moi pendant que je gérais les conséquences émotionnelles. Stéphanie a apporté des comédies ridicules et de la glace, déclarant la thérapie par le rire obligatoire. Marcus est venu me voir tous les jours, s'assurant que le drame familial n'affectait pas mes performances au travail et m'assurant que je pouvais prendre du temps libre si nécessaire. 2 semaines après la confrontation, nous nous sommes réunis chez moi pour ce que Stéphanie a appelé un dîner de célébration familiale choisi. Alors que nous étions assis autour de ma table à manger, celle que ma mère avait jugée trop petite pour de véritables réunions de famille, Nathan a levé son verre pour porter un toast. À Olivia, dit-il, son regard croisant le mien avec chaleur et admiration, qui m'a appris ce qu'est le vrai courage. Tenir tête à sa famille est plus difficile qu'à des inconnus. Et tu l'as fait avec grâce et force. Marcus acquiesça d'un signe de tête, et c'est précisément pour cette raison que je te propose officiellement un poste d'associé chez Horizon. L'entreprise ne serait pas là où elle est aujourd'hui sans tes contributions, et il était temps que cela se reflète dans ton titre et ta rémunération. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Un partenariat? Sérieux? Sérieux. Marcus confirma avec un sourire. On pourra discuter des détails lundi, mais je voulais te le dire maintenant, entouré de gens qui apprécient ta valeur. Stéphanie applaudit avec enthousiasme. Et avec ses revenus supplémentaires, j'ai une suggestion, des vacances en famille. Nous avons tous besoin de vacances, et je cherche des maisons de plage assez grandes pour 4 personnes. Le contraste était on ne peut plus frappant. Ma famille biologique ne me voyait que comme une solution pratique à ses problèmes, une ressource à exploiter. Ma famille d'adoption me voyait comme quelqu'un qui méritait d'être célébré, en qui il valait la peine d'investir, avec qui il valait la peine de construire un avenir. Au cours des 3 mois suivants, j'ai établi des limites strictes avec les membres de ma famille avec lesquels je choisissais de rester en contact. Tante Martha et moi avons commencé à nous retrouver une fois par mois pour déjeuner, construisant une relation fondée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Mon cousin Édouard et moi échangeons occasionnellement des SMS, gardant une communication décontractée mais amicale. J'ai autorisé des contacts structurés limités avec mes parents, principalement pour maintenir une relation avec ma nièce et mon neveu, qui étaient innocents dans tout cela. Michael est resté résolument impénitent, refusant toute interaction qui ne commençait pas par mes excuses et ne se terminait pas par l'emménagement de sa famille. Lorsque j'ai décliné ces conditions, il m'a déclaré mort, une déclaration moins douloureuse que je ne l'aurais cru. Le frère qui m'avait abandonné quand j'étais au plus bas avait déjà montré sa véritable nature à 2 reprises. Je n'avais pas besoin d'une 3e démonstration. Mes séances avec ma thérapeute ont pris une nouvelle dimension à mesure que nous explorions les cycles de dysfonctionnement familial qui avaient mené à ce point. Votre famille fonctionnait sur un système de soutien à sens unique, a-t-elle observé lors d'une séance particulièrement éclairante. Ils attendaient de vous un don sans limite, mais ne ressentaient aucune obligation de réciprocité. Ce n'est pas une relation familiale. C'est de l'exploitation. Nous avons longuement discuté de la différence entre pardon et limite. On peut pardonner à quelqu'un pour un comportement passé sans le laisser perpétuer les mêmes comportements, a-t-elle expliqué. Pardonner, c'est avoir l'esprit tranquille, pas donner à quelqu'un une nouvelle occasion de vous blesser.
Ces réflexions m'ont aidé à surmonter la culpabilité persistante que je ressentais parfois d'avoir rejeté ma famille. La voix intérieure qui murmurait « mais leur famille » s'est estompée à mesure que je comprenais mieux ce que devraient être des relations familiales saines. Le bouleversement émotionnel s'étant progressivement apaisé, je me suis tourné vers ma maison, symbole de mon indépendance et de ma résilience. J'ai commencé à la redécorer sérieusement, libéré de la contrainte de devoir m'adapter aux préférences des autres. J'ai peint la chambre d'amis d'un bleu sarcelle audacieux que ma mère aurait détesté. J'ai installé des étagères sur tout un mur de mon salon, exposant fièrement ma collection plutôt que de la cacher comme mon père l'aurait exigé. Chaque changement, aussi petit soit-il, était une affirmation. Cet espace m'appartient. Je l'ai mérité. L'acte ultime de reconquête est survenu 3 mois après la confrontation. Je mettais à jour mes coordonnées d'urgence pour une intervention médicale de routine lorsque j'ai réalisé que tous mes formulaires officiels indiquaient toujours Richardson, mon père, comme mon contact d'urgence. Le même homme qui m'avait raccroché au nez quand j'avais appelé à l'aide. Sans hésitation, j'ai barré son nom et j'ai écrit à la place Nathan Taylor, Stephanie Chin, Marcus Johnson, en listant les 3 avec leurs coordonnées. La réceptionniste haussa un sourcil en voyant les noms multiples. D'habitude, on n'inscrit qu'une seule personne, remarqua-t-elle. J'ai de la chance, ai-je répondu. J'ai toute une famille sur laquelle je peux compter. En rentrant chez moi ce jour-là, j'ai repensé au chemin parcouru. 3 ans auparavant, j'avais été abandonné par ceux qui auraient dû m'aimer le plus, et j'avais dû reconstruire ma vie à partir de rien. La douleur de cette trahison avait été presque insupportable à l'époque. Une blessure si profonde que je pensais qu'elle ne guérirait jamais. Mais dans cette obscurité, j'avais découvert une vérité profonde. La famille ne se définit pas par le sang ou les obligations. Elle se définit par l'amour, le soutien, la présence aux moments les plus importants. Les personnes qui avaient gagné le droit d'être appelées ma famille n'étaient pas celles qui partageaient mon ADN, mais celles qui partageaient mes valeurs, qui célébraient mes succès, qui me soutenaient lorsque je trébuchais. Ma maison, mon foyer, témoignaient de cette vérité. Ce n'était pas seulement des murs et un toit. C'était une manifestation physique de ma résilience, de mon indépendance et de la nouvelle vie que je m'étais construite. Une vie entourée de personnes qui méritent vraiment d'être appelées famille. La fille que ma famille biologique avait abandonnée avait désespérément besoin d'eux. La femme que j'étais devenue, elle, n'en avait pas besoin. Et dans cette transformation résidait la plus grande victoire de toutes. J'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille qui ont abusé de votre gentillesse? Qu'est-ce qui vous a aidé à rester fort face à la manipulation émotionnelle? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et soutenons-nous les uns les autres à travers cette dynamique familiale difficile. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour des conversations plus authentiques sur les limites familiales et la croissance personnelle. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message d'autonomisation, partagez cette vidéo avec lui. N'oubliez pas que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous valorisent et vous respectent. Parfois, la famille que nous choisissons est plus puissante que celle dans laquelle nous sommes nés. Merci de faire partie de mon voyage et je vous souhaite force et clarté dans votre